Le cheval plaît beaucoup, hein. C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Elle nous a fait frissonner. À Lyon, en 2023, cet été à Paris ou encore à Madrid il y a quelques semaines lorsque retentit la Marseillaise à la remise des prix de la Coupe du Monde de dressage pour la première fois depuis 30 ans. Chaque fois plus brillante en piste, chaque fois plus performante, chaque fois plus inspirante. Pauline Basquin ne cesse de nous impressionner. Mois après mois, elle nous montre que le dressage français est bel et bien présent, qu'il est solide et qu'une reprise de dressage peut soulever les cœurs de toute une tribune. Et plus encore que sa discipline, plus encore que le drapeau tricolore, c'est les couleurs de l'ENE, l'École nationale d'équitation, que Pauline s'évertue à défendre avec engagement. Car Pauline Basquin n'est pas que cavalière de haut niveau, elle est aussi, dans le désordre, écuyère, instructrice, maman, athlète. Autant de composantes qui, plutôt que de se confronter, se renforcent mutuellement. Elle nous le confia au cours de notre échange, cette polyvalence est une fondation et un garant d'équilibre dans sa vie. C'est en tenue officielle du Cadre Noir de Saumur que Pauline nous a rejointes à Lyon, a pris place dans le canapé et nous a livré son histoire, sa vision, mais aussi ses ambitions pour sa trajectoire sportive et pour le dressage français. Bonjour Pauline Basquin. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui, d'être à notre micro pour Aimone Equestrians. Donc c'est la deuxième fois que vous êtes parmi nous, mais aujourd'hui on va parler de vous. On vous avait reçu pour la première fois dans un épisode hors série pendant le printemps des sports équestres. L'actualité s'y prête bien puisque aujourd'hui on était à Équitalion, vous avez fait une saison incroyable avec évidemment les Jeux Olympiques de Paris où vous avez déroulé des reprises qui ont soulevé et ému tout le public. On y était, on a été présente et on peut en attester. Pauline, on va commencer cette interview de façon un petit peu dérivée par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Quand on parle de vous, bien sûr, on parle de cette cavalière présente dans l'équipe de France de dressage, cavalière olympique, qui fait partie de cette, je ne vais pas dire génération, mais équipe montante qui ramène le dressage au très haut niveau. Et on a eu une petite période de creux dans ces dernières années dans le dressage français. Donc on peut dire que vous êtes vraiment en train de reconstruire une équipe, une vraie équipe solide, capable de faire des performances en championnat. Vous êtes arrivé il y a quelques années sur le devant de la scène, mais finalement, ça fait quand même longtemps que vous êtes à haut niveau et qu'on a très peu entendu parler de vous. Est-ce que vous pourriez commencer cette interview en nous racontant tout simplement le début de votre histoire, en nous expliquant d'où vous venez et quel a été votre chemin jusqu'à cette Olympiade Paris 2024 ? Oui, alors moi j'ai la chance d'être née dans un poney club. Mes parents tenaient un poney club du côté de Rennes. Donc depuis toute petite, je monte à cheval. Mais j'étais pas forcément partie au départ pour en faire mon métier. J'ai fait 5 ans de fac de sport, je voulais être prof de PS. Et quand je me suis retrouvée dans un gymnase, je me suis dit mais non, c'est pas ça que je veux faire. Moi je veux être les pieds dans une carrière et du coup je suis repartie dans le milieu du cheval. Donc dans un premier temps j'ai passé, donc à l'époque c'était le BE1. Et avec cette idée de faire de la formation. Je ne voulais pas juste faire de l'enseignement comme mes parents dans le club. Moi, je voulais faire de la formation, je voulais former des moniteurs. Et c'est pour ça que je suis arrivée à Saumur pour passer mon BE2. À l'époque, c'était le BE2. Et quand j'ai passé mon BE2, le concours d'entrée s'est présenté pour être écuyer du Cadre Noir. Donc j'ai été prise et du coup, je ne suis jamais repartie de Saumur. Et en fait, je suis arrivée, moi j'étais cavalière de CSO à la base. Donc je suis arrivée, j'ai été embauchée vraiment au Cadre Noir comme cavalière d'obstacle. Et quand j'ai eu mes enfants, c'était plus compliqué en CSO. Si on n'est pas tous les week-ends
En concours, on est moins performant. Et c'était plus facile pour moi. Alors j'ai demandé d'abord à passer à l'écurie Prestige. L'écurie Prestige, c'est vraiment l'écurie des chevaux de gala. Mais cette écurie est couplée à l'écurie du dressage. Et j'ai eu la chance, quand je suis arrivée dans cette écurie, de récupérer Liaison, qui était mon premier vrai cheval de concours en dressage. Et du coup, je suis repartie en compétition parce que je crois que vraiment j'aime ça. Et du coup, c'est plus facile quand même d'allier, pour moi, je trouve, la vie de famille et la compétition en faisant du dressage qu'en faisant du CSO. J'avais déjà lu ce que vous êtes en train de dire dans une interview et je l'ai souligné, j'aimerais qu'on revienne là-dessus, mais peut-être un peu plus tard. Dans un premier temps, j'aimerais bien, Pauline, que vous décriviez qui est-ce que vous êtes, quelle est votre personnalité, parce que vous semblez être quelqu'un d'assez discret. J'ai l'impression que vous aimez bien fly under the radars, ne pas trop vous mettre en avant. Est-ce que c'est le cas ? Oui, j'aime pas trop qu'on parle de moi. J'aime bien me cacher derrière la tunique. Comme ça, c'est le cadre noir, c'est pas forcément moi. Quand on est un cavalier, c'est plutôt le cheval qu'on aime mettre en avant. On est un couple, mais sans le cheval, on est un piéton. Alors que le cheval, tout seul, il reste un cheval. Hein. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'IFCE ? Vous dites que vous êtes rentré au cadre noir et finalement vous y êtes toujours, vous avez fait votre carrière. Qu'est-ce qui vous a accroché, attiré et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez posé vos valises et vous n'avez a priori pas prévu d'en partir ? Oui, alors il y a un peu deux choses. D'une, vraiment les valeurs que représente le cadre noir, donc cette équitation de tradition française, avec cette recherche d'harmonie, de discrétion dans l'emploi des aides, de fluidité. Moi, c'est vraiment mon équitation. Quand j'étais en CSO, j'ai beaucoup monté en hunter et c'est quelque chose qui me parle, moi, cette équitation. Et au cadre noir aussi, j'ai 3 missions qui sont la compétition, la participation au spectacle du cadre noir et la formation. J'ai des élèves aussi DES que je forme dans la discipline du dressage. Et c'est vraiment le fait de faire 3 missions, moi qui m'intéressait, qui me passionnait, puisqu'au départ j'étais vraiment rentrée moi en formation pour avoir cet instructorat et aller former des élèves. C'est curieux parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer, nous, dans notre vie plutôt perso à travers le podcast, mais un certain nombre de cavalières qui, quand elles sont devenues mamans, en fait, tout simplement, ont commencé à ressentir un peu des appréhensions à cheval, de la peur, même des cavalières qui pouvaient être assez volontaires, assez courageuses, un peu téméraires comme ça à la piste, qui se sont mises à avoir un peu plus peur. Et vous racontez vraiment que pour le coup, la transition du saut d'obstacle au dressage, qu'on peut connaître quand on a peur d'aller sauter, il y a beaucoup de gens qui se sont mis au dressage un petit peu à cause de ça. Vous, ça n'a rien à voir avec ça finalement, c'est vraiment l'équilibre. Oui, il n'y a rien à voir avec la peur, même si je pense que je suis moins téméraire aujourd'hui qu'avant. Mais c'est vraiment le fait d'être trop partie quand j'étais en obstacle, alors qu'en dressage, c'est plus facile parce que je peux aussi préparer mes chevaux de concours en faisant un petit peu de gala. Donc ça se marie bien en fait, les deux. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre système ? C'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le podcast pour que les cavaliers nous expliquent leur structure, comment est-ce qu'ils travaillent. Mais vous avez quand même un statut un peu différent de celui d'un ou d'une cavalière professionnelle installée à son compte. Donc ça m'intéresse de savoir comment est-ce que vous fonctionnez par rapport à l'IFCE tout simplement. Alors moi j'ai une dizaine de chevaux au travail. Donc qui ne sont pas que des chevaux de compétition. J'ai des jeunes chevaux et puis Sartorius pour la compétition. J'ai aussi des chevaux pour le gala, donc des jeunes et des moins jeunes. Et on forme aussi nos chevaux pour les élèves qui rentrent. Donc les élèves, quand ils rentrent, ils ont 3 chevaux en complet, en CSO, en dressage. Donc ce sont les écuyers qui forment ces chevaux. Sur quelles ressources est-ce que vous pouvez compter au quotidien ? Parce que quand on fait du sport de très haut niveau, en tout cas un cavalier qui n'appartiendrait pas au cadre noir, qui fait du sport de très haut niveau, il a tout un écosystème qui gravite autour. Nous, on a eu l'occasion de visiter le cadre noir, donc on sait qu'il y a un certain nombre de ressources mises à votre disposition. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, moi j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a vraiment beaucoup de ressources, c'est vrai, au cadre noir. Donc il y a déjà toutes ces installations assez incroyables, toutes ces pistes, ces carrières, ces manèges et ces kilomètres de pistes. J'ai aussi le vétérinaire sur place, l'ostéo sur place, les maréchaux. Donc ça, c'est plutôt pour Sertorius. Donc il y a vraiment tout un panel de soins qu'on peut lui proposer vraiment à domicile. Et ensuite, pour moi,
On a un préparateur physique. Alors, c'est pas que pour les cavaliers, que pour les écuyers. Il est là aussi pour les élèves. J'ai une préparatrice mentale qui est notre accompagnatrice à la performance, qui est là, donc qui me suit régulièrement. On a le système Mazarin aussi, avec tous les systèmes de capteurs. Donc, on a vraiment un panel assez complet de personnes qui nous aident et qui nous accompagnent au quotidien. On va revenir sur tout ce que vous venez de nous expliquer, mais je m'arrête juste sur la préparation mentale, tout simplement parce que hier soir, on a enregistré un épisode avec Maxime Châtaignier, qui est préparateur mental pour l'équipe de France des cavaliers de poney. Depuis quand est-ce que vous pratiquez la préparation mentale ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide, voire même qui a révolutionné votre façon de monter à cheval ? Depuis quand ? Je pense que ça fait 3-4 ans que je travaille avec Anne. Et plus sérieusement, vraiment depuis 2 ans. Et oui, ça m'a beaucoup aidée, notamment au jeu. Je me suis, alors pas que au jeu, mais vraiment pendant la saison. Je me suis sentie très posée, très calme, assez sûre. Alors sûre de moi, ça fait un peu prétentieux, mais sûre de ce que je faisais. En tout cas, j'avais ma ligne de conduite et elle m'a vraiment aidée à la garder, à pas partir un petit peu à gauche, à droite. Et du coup, grâce à elle, j'étais vraiment assez sereine et confiante. Elle était présente par téléphone. Oui, et puis j'avais un petit enregistrement qu'on en avait fait ensemble, donc j'avais sa voix quand même avec moi. Oui. Comment ça se passe pour vous, une journée à l'IFCE ? Est-ce que, donc vous disiez 10 chevaux à monter, est-ce que c'est 10 chevaux que vous montez chaque jour ? Non, je ne monte pas les 10 chevaux par jour, j'ai une cavalière d'entraînement qui est là, donc qui, grâce à elle, me permet de partir justement en gala ou en compétition. Elle m'aide donc à la sortie de mes chevaux quand je suis là, mais quand je ne suis pas là, c'est vraiment elle qui s'occupe de tout mon piquet de chevaux. Est-ce que vous avez l'opportunité, au sein du Cadre Noir, de travailler avec des intervenants extérieurs ? Parce que une des questions qu'on pose souvent nous à nos invités, c'est de savoir quelles ont été les personnes qui ont façonné leur équitation, qui les ont influencées, qui ont marqué leur trajectoire. Vous, en étant à l'IFCE, est-ce que toutes ces personnes font partie de l'écosystème IFCE finalement, et c'est vraiment le Cadre Noir qui vous a fait naître, formé, mais même qui vous a fait naître en tant que cavalière de très haut niveau, ou est-ce que vous avez eu la possibilité d'avoir d'autres personnes qui ont gravité autour de vous ? Alors, on a un entraîneur allemand, Hans Heinrich Meyer-Schustrone, qui vient assez régulièrement depuis 18 ans, je crois, qui vient 4 fois dans l'année. Donc, lui m'a beaucoup apporté, notamment dans le travail de la locomotion des chevaux, et il vient toujours d'ailleurs. Et moi, j'aime beaucoup travailler vraiment la locomotion avec lui. C'est quelqu'un vraiment qui m'a beaucoup marqué. Après, il y a eu d'autres intervenants, Carlos Pinto qui m'a suivi et qui m'a beaucoup apporté aussi. Et après, au cadre, on a vraiment cette chance d'être 33 écuyers aujourd'hui et de pouvoir travailler ensemble. Moi, je travaille avec d'autres personnes, je fais travailler aussi d'autres personnes. Et je pense que c'est vraiment notre richesse d'avoir toute cette communauté-là et de pouvoir vraiment s'entraider, avoir toujours un regard un peu l'un vers l'autre. En tout cas, quand on a envie d'avoir un regard, il y a quelqu'un. Et aujourd'hui, du coup, je travaille avec Yann Nivelle. C'est le staff qui l'a fait venir sur des regroupements fédéraux au début. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adhéré à 200%. Comme Yann, de toute manière, nous suivait en compétition parce que le staff le faisait venir, moi, j'ai souhaité continuer de travailler avec lui. Et du coup, je travaille en visio, grâce à Equivisio, avec lui. Donc, j'ai vraiment un suivi avec Yann toutes les semaines, en plus des regroupements ou des moments où on se voit en compétition. Je vais revenir un tout petit peu sur le sujet qu'on a abordé au début par rapport à votre vie personnelle et de famille qui semble importante pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vous avez trouvé un équilibre entre la compétition de haut niveau, les galas, l'IFCE, la formation et votre vie personnelle ? Oui, je pense vraiment avoir réussi à créer cet équilibre. Et c'est important pour moi vraiment d'avoir ma famille, les galas aussi, c'est important. J'en voulais pas forcément que je continue à en faire pour me prioriser vraiment sur la compétition. Et moi, je lui ai dit non, Jean, laisse-moi les galas, c'est mon équilibre. J'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de ne pas être focus que sur la compétition parce que je me connais, sinon je vais craquer.
Donc j'ai besoin d'avoir cet équilibre. Alors évidemment que si un jour il y a une compétition et un gala en même temps, ça sera priorité à la compétition. Mais là-dessus, ils sont complètement d'accord au cadre. On a un écuyer en chef qui était champion olympique, il sait ce que c'est le sport. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais moi, j'ai besoin d'avoir cet équilibre. J'ai des chevaux de gala à travailler. Il faut que je les sorte en gala, sinon je n'ai pas d'objectif. Et moi, ça ne me plaît pas. Et puis, j'ai besoin d'avoir cet équilibre, de ne pas faire que de la compétition. Pour être performante en compétition, voilà, il ne faut pas que je sois que focus compétition. Justement, en parlant de compétition, ce que disait Lorlaï au début, c'est que ça fait longtemps maintenant que vous gravitez quand même autour du haut niveau. Ça fait une grosse année maintenant qu'on vous a vu arriver vraiment tout en haut de la pyramide du dressage français et international. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, quelque chose qui s'est passé, qui a fait que vous avez vraiment basculé dans le tout haut niveau? Jean vraiment, Jean Morel. Oui. Voilà, je voulais juste resituer pour nos auditeurs, Jean Morel. Oui, Jean Morel. DTN de l'équipe de France de dressage depuis combien de temps maintenant? Ça fait 2 ans et demi. Oui, c'est ça, 2-3 ans. Hein. Et quand il est arrivé, il nous a vraiment donné cette confiance en nous, en nous disant que si on pouvait faire comme les autres, il fallait qu'on sorte sur des grosses épreuves, sur des gros concours. C'est lui vraiment qui a insisté pour qu'on aille sur les 5 étoiles. Et qui a insisté pour qu'on sorte en concours, pas forcément plus, mais qu'on choisisse les concours pour vraiment aller se confronter au tout meilleur. Et c'est là vraiment où on a senti tous qu'on passait un cap. Dans notre enregistrement avec Morgane Barbanson-Mestre, il y a quelques années maintenant, c'était pendant le Covid, donc on l'avait enregistré à distance, elle nous disait qu'elle avait eu un cap, justement, à peu près, on va dire ce que vous venez de décrire, mais le jour où elle a décidé d'aller concourir à l'étranger. Parce que... d'après elle, en tout cas les propos qu'elle nous avait tenus dans l'épisode, c'était que bien sûr on rencontre les très bons cavaliers en France dans des 5 étoiles, mais le plus important c'est aussi d'aller se confronter à d'autres juges, à d'autres pistes de compétition et à des compétitions qui rassemblent les meilleurs cavaliers au monde, tous réunis. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à faire ou pas encore? Est-ce que c'est la prochaine étape? Non, on a réussi à le faire parce qu'on a été pas mal en Hollande, en Allemagne, en Belgique. Alors ça reste Europe du Nord, mais pas que en France. Non, j'ai concouru, j'ai eu la chance de pouvoir concourir vraiment sur des grosses pistes à l'étranger. Si on revient un tout petit peu sur votre prestation à Paris, alors on va peut-être revenir déjà, on va faire un petit flashback, revenir à Equita 2023, il y a 1 an. On vous avait vu, vous aviez fait une performance mais absolument incroyable. Le public était fou, je pense, aussi parce que ça faisait longtemps que les amateurs de dressage en France voulaient retrouver ce niveau de dressage dans un couple français et que vous incarniez ce retour du dressage en force. C'était assez dingue l'ambiance à Equita et cette prestation, elle a été le début d'une autre trajectoire qui vous a amené jusqu'à Paris où là-bas aussi vous avez fait des performances absolument incroyables. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur cette ascension, sur cette préparation de Paris, j'ai eu l'impression que c'était un peu une machine à laver. Vous êtes arrivé à Lyon, vous avez fait performer, vous êtes allé au PSE, qui était l'événement de préparation avant Paris, et à chaque fois on disait Pauline Basquin a encore fait un record. Pauline Basquin a encore fait un record. Et en fait j'ai l'impression que vous étiez dans un espèce de cercle vertueux qui vous a porté jusqu'au bout. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai que à chaque compétition, il y avait quelque chose de mieux. Et il y avait toujours des reprises avec des fautes. Donc quand on commençait à éliminer ces fautes, c'est vrai que les points commençaient à monter. Et là, je parle de fautes, mais même le cheval en général a continue de progresser parce qu'il continue encore. Il a 14 ans, mais moi, il m'impressionne. Il continue vraiment de progresser. Et du coup, dans son rassemblé, dans son galop, dans son piafé... donc au fur et à mesure vraiment les points ont continué de monter et le fait de à chaque fois faire bien ça donne aussi confiance et un capital confiance qui se répète de concours en concours. Aix-la-Chapelle aussi juste avant les Jeux qui s'est très bien passé où là pour le coup il n'y avait pas de faute dans le Grand Prix, le freestyle s'est bien passé et du coup je suis arrivée au jeu assez confiante en me disant on peut le faire. Est-ce que vous pourriez revenir maintenant qu'on est à quelques semaines après ces Jeux de Paris 2024 dont on a tellement parlé, tellement attendu, sur lesquels vous avez dû tellement vous préparer. Maintenant
que c'est passé. Vous avez dû faire le point, j'imagine, entre vous et vous-même. Est-ce que vous pouvez nous livrer un peu votre ressenti? Comment est-ce que vous vous sentez après un tel championnat, ces performances et ce moment qui, à mon avis, restera marqué à tout jamais pour vous? C'était magique. Paris, c'était magique. Et justement, grâce à Anne, Anne Le Cogna, j'ai vraiment réussi à profiter des Jeux. J'étais concentrée, j'étais assez, sereine, il y a toujours de la pression, hein, mais j'étais concentrée, mais pas non plus complètement dans ma bulle. Et j'ai réussi à profiter aussi de ces Jeux, de ce cadre complètement incroyable. Oui, le public. Quand on rentrait en piste, de voir tous ces drapeaux bleu, blanc, rouge, on n'avait jamais vécu ça. Puis le site était magnifique. Pendant le Grand Prix spécial, on a un allongement au trot le long de la piste face au château, mais j'en avais les larmes aux yeux. J'ai eu un espèce de bug pendant un quart de seconde. Je me suis dit, mais oh Pauline, concentre-toi. Mais j'en avais les larmes aux yeux tellement c'était beau. C'était beau et ce public incroyable. Ça faisait vraiment chaud au cœur de voir un public s'enthousiasmer autant pour le dressage. Est-ce que vous pourriez prendre le temps de nous parler un peu de ce cheval qui, je pense, a changé votre vie, Sartorius de Rima Z IFCE, que vous avez débuté à l'âge de 4 ans, qui à 7 ans était déjà champion de France Pro 2 à Vierzon en 2017, et puis après qui n'a fait que progresser, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui et de ce qu'il vous a apporté? Oui, alors Sartorius, oui, il est arrivé au Cadre Noir en fin d'année de 3 ans. Et il était petit, il faisait 1m60 et il n'était pas très costaud. Mais il a été acheté pas du tout pour faire du dressage, il a été acheté pour faire un sauteur du Cadre Noir. Et au sauteur, il n'y a pas de femme. Donc comme il était petit, on m'a dit tiens, on te le confie. Et puis quand il aura pris un petit peu de masse musculaire et qu'il sera un peu plus grand, il repartira au sauteur, on le confiera à un garçon. Et moi, j'ai toujours aimé ce cheval. Pourtant, à 4 ans, il ne montrait pas des prédispositions pour le dressage, mais il avait cette générosité, cette envie de bien faire. C'est un cheval, on est toujours content de le monter. Il donne tout le temps. Et à 5 ans, il s'est mis au trot à montrer quelques belles foulées et de plus en plus. Et du coup, là, j'ai dit, mais moi, je vous le rends pas, je le garde celui-là. Et il est très attachant, ce cheval. Il a une vraie personnalité. C'est pas forcément le chouchou de tout le monde parce que il a ses têtes. Enfin, il aime les gens qui s'occupent de lui, mais par contre, si quelqu'un qui ne le connaît pas va voir dans le box, il ne va pas venir faire un câlin. Et à 6 ans, vraiment, il a commencé à sortir en concours, plutôt bien. À 7 ans, il a gagné le championnat des 7 ans. À 8 ans, il a gagné la Pro 2. Et puis, malheureusement, à 9 ans, il a eu cet épisode de colique. Donc, il a été opéré. Il a mis beaucoup de temps à revenir parce qu'il a attrapé un staphylo à la clinique. Du coup, ça a mal cicatrisé. Il avait une hernie grosse comme un demi-ballon de rugby sous le ventre. Donc on l'a réopéré. C'était vraiment une opération de chirurgie avec ce stress que le staphylo ne revienne pas. En plus, il n'y avait pas de clinique qui acceptait de l'opérer la deuxième fois parce qu'il était porteur du staphylo. Donc on l'a opéré chez nous à Saumur. C'était un peu branle-bas de combat parce qu'il y a une salle d'opération, mais pas pour des opérations aussi longues. 3 heures, ça a duré la chirurgie. Donc il y avait tout le monde. Il y avait les 3 vétos. Il y avait le veto hollandais qu'on avait fait venir qui était vraiment spécialisé là-dedans, dans cette chirurgie. Mais je pense que c'était bien parce que en fait, moi j'étais là quand il s'est endormi, j'étais là quand il s'est réveillé. Et le fait d'être chez lui sans stress, je pense que ça a contribué aussi à ce que ça se passe bien. Et il est revenu petit à petit. De toute manière, il n'a jamais dépéri. Il est toujours resté assez rond, assez beau. Et on a senti qu'il n'avait pas envie de partir, qu'il voulait rester là et continuer. Et pendant cette année... c'était assez difficile, vraiment les premiers mois, on ne savait vraiment pas s'il allait s'en sortir. Moi j'y ai toujours cru, d'ailleurs c'est mon petit guerrier. Et 1 an jour pour jour après sa première opération, je suis remontée dessus, alors 2 minutes au pas, mais j'ai senti qu'il était là. Et au début c'était même pas est-ce qu'on va repartir en compète, c'était déjà qu'il soit là, qu'il soit vivant. Et c'est un ami, Sartorius, c'est mon confident, c'est un cheval, c'est une leçon de vie ce cheval. Il donne tellement, il est tellement généreux qu'il est reparti et encore plus fort qu'avant parce que c'est un guerrier. Vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée et j'aimerais vous poser la question. Vous avez dit chez les sauteurs il n'y a pas de femmes.
Donc vous avez récupéré ce cheval. Est-ce que le fait d'être une femme au cadre noir, d'être une femme qui a apporté les couleurs de la France, qui a apporté les couleurs de Saumur, qui a fait vivre le dressage comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de le voir, de le découvrir, est-ce que ça vous rend fière? Est-ce que vous avez le sentiment d'ouvrir la voie et de venir perturber un peu cet écosystème assez historique, assez, c'est du patrimoine, le cadre noir, mais du patrimoine qui aura aussi certainement besoin d'évoluer à un moment donné. Oui, alors déjà aujourd'hui c'est plus facile d'être une femme au cadre noir que pour les 2 premières qui sont arrivées, parce que déjà c'est un peu plus ancré. Après l'équitation ça reste un sport mixte, donc on a l'habitude quand même d'être hommes et femmes mélangés. Et aujourd'hui, c'est plus facile aussi parce que, alors oui, en effet, il n'y a toujours pas de femmes au sauteur, même si jamais il y avait une femme recrutée, c'est fort possible qu'elle arrive au sauteur. Mais historiquement, voilà, il n'y avait pas de femmes au sauteur. Mais ça ne me dérange pas à partir du moment où nous, on a notre rôle aussi en gala de femmes. On a le pas de 3 des filles, on apporte autre chose. Et si jamais il y avait des femmes au sauteur et des hommes au milieu du pas de 3, ça ne serait pas pareil non plus. L'égalité, c'est aussi, c'est pas forcément faire exactement la même chose, c'est montrer les différences de chacun, mais pouvoir les mettre en avant aussi. Voilà, chacun a sa place et chacun peut apporter quelque chose. Et une femme n'apporte pas la même chose qu'un homme et inversement. Et pas de femme au sauteur, il n'y a pas de problème à partir du moment où nous, on a aussi notre place dans les galas pour montrer un peu notre touche de féminité, notre équitation, on apporte autre chose. Donc pour moi, c'est pas très grave. J'aimerais, Pauline, qu'on se reconcentre un petit peu sur le sport, sur le dressage français. Il y a une question qu'on a beaucoup posée à tous les dresseurs qui sont passés derrière ce micro, qu'ils soient français ou internationaux. La France est un pays de tradition équestre et vous êtes bien placé pour le savoir. Le dressage français est vraiment l'équitation traditionnelle représentée par la France et notamment l'IFCE. Comment est-ce qu'on explique que pendant autant d'années, la France n'ait pas eu une équipe de dressage assez forte pour pouvoir nous représenter dans les plus grandes compétitions et les plus grands championnats du monde? Je sais pas, c'est vrai qu'il y a, ça date quand même d'un certain nombre d'années. Est-ce que c'est une question d'élevage? Est-ce que c'est une question de... Oui, c'est vrai qu'on a eu vraiment des grands cavaliers français, mais il y a déjà quelques décennies. Est-ce que ensuite, les gens... on a eu quelques cavaliers qui ont percé, mais jamais réussi à constituer une vraie équipe. Ouais. Est-ce qu'en France aussi, c'est un peu culturel? On préfère dans les clubs aller sauter, aller vite, jouer. Et le dressage demande un petit peu plus de rigueur. C'est moins rigolo le dressage que d'aller sauter des barres quand on est petit, je pense. Hein. Et c'est moins notre culture en France. Dans les poney clubs, les enfants sont là pour s'amuser. Enfin, c'est un peu ce qu'on leur inculque aussi, c'est le plaisir. Alors on peut prendre du plaisir aussi avec la rigueur, hein, mais c'est moins notre culture, je pense, qu'en Allemagne où ils commencent à travailler sur leur position. Ils sont beaucoup mis en voltige. Il faut qu'ils soient déjà dans une bonne posture avant de pouvoir faire autre chose. Nous, c'est pas comme ça. Donc je pense que le dressage plaisait moins parce que les enfants s'amusaient moins et du coup, après, font moins de dressage. Donc on les retrouve moins à haut niveau. Je pense qu'aujourd'hui, le dressage vraiment se démocratise de plus en plus. Parce je pense que les gens ne connaissaient pas forcément la discipline et comprennent aujourd'hui qu'on peut prendre beaucoup de plaisir à faire du dressage. Et après, c'est un cercle vertueux. Plus on voit de cavaliers, plus on a envie d'en faire aussi. Plus on en fait, plus on apprécie. Et plus il y a d'élevage aussi, d'éleveurs qui vont nous préparer des chevaux de dressage. Donc j'espère j'ai l'impression qu'on est sur une bonne pente montante et voilà, un vrai cercle vertueux aujourd'hui. Vous avez commencé à donner des éléments de réponse à ma question, mais justement, j'allais vous demander, puisque vous êtes allé en Allemagne, puisque vous êtes allé aux Pays-Bas, qu'est-ce que les autres ont que nous n'avons pas encore? Des chevaux. Ils ont plus de chevaux. Nous, en France, on a un cheval. Certains cavaliers en ont 2, mais ça commence à venir. Alexandre,
commence à en avoir plusieurs, Morgane aussi, mais c'est difficile d'avoir plusieurs chevaux parce qu'on n'a pas forcément de propriétaires derrière aussi. Les autres nations ont des propriétaires en dressage qu'on n'a pas encore, mais bientôt. Il y a aussi un sujet dont on a parlé à ce propos-là avec plusieurs dresseurs, à savoir Patrick Kittel ou Juan Matute, il y a quelques années maintenant, mais qui me semble encore juste. C'est que je crois peut-être on manquait aussi de représentants qui aillent vers le public. Je pense que vous faites partie, en tout cas moi j'ai la sensation que vous faites partie de cette génération de cavaliers qui ont envie de partager avec le public, comme le sont Patrick Kittel et Juan Matute, qui sont vraiment dans le partage et parfois même l'extravagance. Est-ce que pendant un temps on ne s'est pas un peu refermé sur nous-mêmes ? Oui, alors c'était... Oui, sûrement. Et en plus, on avait quand même cette étiquette de les Français sont nuls en dressage. Donc, c'était difficile alors pas de se mettre en avant, mais même d'être fiers de nous. C'est-à-dire qu'avant, on avait la tenue France, on la mettait jamais en concours internationaux. On se cachait même. Surtout, on mettait pas. Aujourd'hui, on est habillé en France tout le temps. Et puis, on est fiers d'être Français. Il y avait ce truc aussi de... Enfin... Nous qui étions des jeunes cavaliers présents à Equita tous les ans depuis toujours, on a été aussi de jeunes journalistes, enfin pas journalistes mais intervieweuses, podcasteuses, je ne sais pas comment on peut le dire. Il y avait ce truc d'un monde un peu austère quand même, où quand on allait rencontrer des cavaliers au début, on avait toujours un peu peur parce que c'était l'image qu'on avait le sentiment de voir, d'avoir affaire à des gens pas très marrants quoi. Et pour le coup, quand on a rencontré Juan Matute, oui, on s'est dit ah oui d'accord, ok, ça peut être. Il fait des grands sourires au milieu de la piste, il est beaucoup plus extravagant, c'est un personnage social. Oui. Je pense que c'est une idée. Enfin peut-être. Enfin, moi, ça fait pas si longtemps que ça, je fais du dressage, mais je pense que oui, en effet, c'était plus austère avant et ça l'est moins aujourd'hui. Et il y a plus d'échanges avec le public et vraiment cette chaleur. Que le public peut apporter, je pense que les cavaliers en sont reconnaissants aussi aujourd'hui et remercient le public pour ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 1 an, 2 ans, les tribunes ici à Equitalion pour la Coupe du Monde de dressage sont pleines. Même quand l'épreuve est à 8h du matin, je trouve qu'on a de plus en plus envie de voir le dressage. On a des vagues d'applaudissements qui s'éternisent à la fin de certaines représentations et notamment les vôtres. Moi, j'ai vraiment ce souvenir-là l'année dernière. Donc, je trouve que ça fait chaud au cœur de voir le dressage aussi bien représenté maintenant sur ce genre de compétition. Maintenant qu'on a dit tout ça, comment est-ce que vous envisagez le dressage français maintenant pour les mois et les années à venir, à court et à long terme ? Eh ben, on arrive. Attention, les étrangers, on arrive. Non, mais c'est vrai qu'on est quand même de plus en plus présents. L'année dernière, au championnat d'Europe, les 4 cavaliers, on était dans le Grand Prix spécial. Il y a 4 nations. Il y a que 4 nations qui ont eu leurs 4 cavaliers dans le Grand Prix spécial. Les 3 du podium et nous. Donc, on est de plus en plus présents et on a vraiment cette marge aussi de progression qu'ont tout le monde, mais peut-être nous un peu plus parce qu'on part, je pense, d'un petit peu plus loin. Et aujourd'hui, on a cette confiance. Jean arrive à nous inculquer cette confiance en nous disant qu'on est aussi bon que les autres, nos chevaux vont très bien et allez, on y va. Et je pense que le fait de réussir en compétition, d'être 6e cette année au jeu, ça motive et ça renforce aussi cette confiance et c'est positif. Est-ce que vous avez eu le sentiment à Paris d'être une équipe ? On le disait, Léa le disait tout à l'heure, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu vraiment une équipe constituée pour représenter la France. Cette fois, c'était le cas à Paris, et pas que parce qu'on était hôte de l'Olympiade, mais aussi parce que vous avez brillé au championnat d'Europe et vous avez vraiment décroché votre ticket pour Paris, votre place. Mais est-ce que vous aviez ce sentiment de pouvoir former une équipe ? Oui, parce qu'il n'y a pas un chef de file qui est vraiment très haut dans les notes et puis qui tire un peu ou qui rattrape et qui compense d'autres cavaliers. On est, alors oui, en ce moment, je suis un peu au-dessus des autres, mais avant c'était Morgane, là c'est moi, c'est un peu les uns après les autres. Mais dans l'ensemble, c'est assez homogène quand même les notes. Ça se joue à 1-2%. On est quand même
ensemble, comme je disais, aux Europes, c'est les 4 cavaliers qui étaient dans le Grand Prix spécial. C'est pas un qui est largement au-dessus des autres et qui compense une moins bonne moyenne. C'est vraiment 3 à Paris et 4 aux Europes. On est les 4 de niveau, dans les mêmes moyennes quasiment. Hein. Je vais fondamentalement changer de sujet. Il y a quelque chose dont on parle beaucoup dans nos interviews et là j'aimerais aussi l'aborder, qui est la question du bien-être animal. C'est vrai que l'équitation de manière générale est pointée du doigt depuis de nombreuses années, même si, et on s'est fait la réflexion, Lorelai et moi, dans un épisode qu'on a enregistré toutes les deux, je trouve que là on est en train de faire des pas en avant qui sont très très importants et c'est très positif. Mais c'est vrai que le dressage, je pense que simplement par l'image de la bride, tout simplement, et par les mouvements qu'on demande aux chevaux, est pointé du doigt. Est-ce que vous avez peur qu'un jour, cette discipline et le sport de manière générale, l'équitation, soit supprimé du circuit olympique ? Et en parallèle, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que cavalière professionnelle, mais aussi membre de l'IFCE, pour essayer de redorer l'image de l'équitation et du dressage français? Donc je n'espère pas que ça disparaisse, mais moi je suis quelqu'un de plutôt optimiste et positif, donc non, on va garder l'équitation. Après, si vraiment l'équitation disparaît de la compétition, il n'y aura plus de chevaux de toute manière, parce qu'il n'y aura plus d'éleveurs, si on n'a plus le droit de monter sur les chevaux, il n'y aura plus de chevaux de toute manière. Donc pour moi c'est pas possible. Après, évidemment, il y avait des dérives et c'est très bien aussi qu'on pointe le doigt sur certaines choses. Aujourd'hui, en compétition, il y a des stewards qui sont là, vraiment, et qui sont beaucoup plus présents qu'avant. Dès qu'il y a un cheval qui est trop fermé, là encore ce week-end, que ce soit en CSO ou en dressage, tout de suite on nous le dit, alors gentiment, attention. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de suivi de ce côté-là. Le matériel est checké à chaque fois. Enfin, je vois en dressage, sortie de piste, le cheval est quand même checké par les stewards des pieds à la tête. Des pieds à la tête ou de la tête à la queue. Ils regardent tout, la bouche, les éperons, tout. Au JO, vraiment, on avait pour le bien-être tout qui était mis en place pour les chevaux. Les box étaient immenses, tapis caoutchouc, c'était frais dans les écuries, il faisait 35 degrés dehors, on se réfugiait tous dans les écuries tellement c'était frais. Il y avait toute cette zone pour aller faire brouter les chevaux qui était abritée, donc les chevaux on pouvait les sortir, les faire brouter, les faire marcher. Il y avait la piste de galop qui était accessible pour tout le monde. Il y avait ces zones avec les ventilateurs, les brumisateurs pour les rafraîchir. Pendant l'épreuve du Grand Prix, comme il faisait très chaud, il y avait des vétérinaires avec des thermomètres à distance aussi qui géraient la température des chevaux et qui nous arrêtaient. Clairement, qui nous arrêtaient si les chevaux montaient au-dessus d'une certaine température. Mais ils nous arrêtaient, mais par contre, il y avait tout un système pour pouvoir les rafraîchir. On avait des poches de glace, des couvertures fraîches. C'était pas juste montrer du doigt, attention, le cheval, il est trop là. Non, il y avait aussi ce qu'il fallait pour le rafraîchir. Voilà, donc tout a été fait vraiment au jeu pour les chevaux dans le sens du bien-être du cheval. Et après, nos chevaux de toute manière, ce sont des sportifs, s'ils sont pas bien, ils peuvent pas être bien en piste. Si on fait dans la contrainte, c'est pas possible, puis ça se voit tout de suite, et puis c'est pas l'équitation que les juges qu'on a envie de voir aujourd'hui et que les juges ont envie de voir aujourd'hui. Donc des chevaux contraints, la bouche ouverte, les oreilles en arrière, ça marche plus aujourd'hui. Moi, j'aimerais parler aussi du cavalier dans le bien-être animal. C'est-à-dire que le cavalier, il a un rôle, évidemment, mais à cheval. Si le cavalier, il n'est pas bien, s'il est de travers, s'il est tordu, forcément, il va influencer pas d'une bonne manière la locomotion du cheval. Donc, pour moi, c'est important de se remettre en question aussi. De voir si c'est pas le cavalier qui n'est pas bien, plutôt que de faire répéter 10 fois quelque chose à son cheval. Et dans ce sens, la préparation physique du cavalier est très importante aussi pour moi. Par exemple, si on est bien gainé, on va utiliser plus son corps et un peu moins ses mains. Mais surtout, quand on fait de la prépa physique soi-même, on a conscience aussi de tous ces petits signaux du trop d'entraînement. De l'importance aussi de faire des stretching, des étirements. Et quand on sait ce que c'est que de faire 1 minute la chaise contre un mur, on n'a pas envie de faire 3 ou 4 pirouettes d'affilée à son cheval. Et on sait que
que c'est important de faire des pauses, l'importance de la pause pour pouvoir continuer de travailler. Et pour moi, le bien-être animal, ça va aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que le cavalier, il a ce rôle aussi, quand il est à cheval, d'être capable d'écouter son cheval. Pour moi, c'est le plus important, d'être capable d'écouter son cheval. Et si on n'est pas soi-même sportif, on n'a pas forcément ces signaux, on ne perçoit pas forcément ces signaux chez le cheval pour s'arrêter, pour faire moins, ou est-ce que ça va pas. Il y a eu énormément d'évolutions, notamment dans la compétition. On le sait, on a entendu, nous, ce matin, on sait que Richard Cord, qui est ici le steward en charge du bien-être des chevaux, est intervenu notamment pour gérer une affaire avec un cavalier. Mais il y a aussi à l'intérieur des structures, des cavaliers, de grandes évolutions dans la façon de gérer les chevaux, etc. Alors je ne sais pas du tout si vous allez accepter d'en parler, et si vous n'acceptez pas, il n'y a aucun problème. Mais j'aimerais savoir ce que vous avez pu observer au sein du Cadre Noir, et si vous estimez que la route est encore longue ou pas. Juste pour vous donner un petit peu un ressenti que nous, on avait eu le jour où on était venus. On avait discuté avec plein de gens du Cadre Noir. C'était la première fois qu'on venait. C'était il y a longtemps. Alors justement, c'était il y a 4 ans, un truc comme ça. Donc en 4 ans, il a dû se passer plein de choses. Mais c'est vrai qu'on avait eu des discussions avec quelqu'un qui nous disait, voilà, on a créé des paddocks, on a beaucoup réfléchi, on a créé des paddocks en sable. Et moi, je m'étais arrêtée en me disant, mais waouh, en fait, c'était il y a 15 ans qu'on en était au stade du paddock en sable. Et aujourd'hui, c'est comme si la solution était arrivée beaucoup trop tard. Est-ce que c'est aussi une préoccupation du Cadre Noir et est-ce qu'il va falloir accélérer les choses justement pour répondre à ces préoccupations-là ? Oui, c'est une préoccupation du Cadre Noir, mais c'est vrai qu'on a des écuries qui ne sont pas toutes récentes. Il y a 400 box, 450 box, donc il faudrait presque tout raser et tout refaire, c'est pas possible. Donc petit à petit, on essaye d'améliorer les choses. Donc il y a eu la création de ces paddocks en sable, mais il y en a de plus en plus. Sertorius, il a un paddock en herbe. On a créé aussi 2 paddocks en herbe, et il va y en avoir de plus en plus, mais ça se fait petit à petit. C'est pas encore évidemment l'idéal, mais je pense qu'il faut pas se dire c'est pas bien. Il faut regarder 20 ans en arrière, c'était comme ça. Aujourd'hui, il y a tout ça qui est fait. Alors c'est pas encore assez, évidemment. À l'écurie formation, on a vraiment cassé des parois pour faire des parois un peu interactives où les chevaux peuvent vraiment communiquer entre eux. Donc c'est toutes ces petites choses qui font que ça s'améliore. Mais évidemment, ça prend du temps. Et évidemment, c'est vraiment au centre de nos préoccupations. Je voulais juste dire, c'est pas... nous, on ne cherche pas du tout à pointer du doigt. En plus, c'est vraiment pas le but du média. On a fait un épisode toutes les deux il y a vraiment peu de temps en disant que déjà à l'intérieur de notre propre pratique, on était en train de se dire oh là là, mais il y a plein de choses que je fais qui vont pas du tout. C'est juste... on n'est pas du tout des lanceurs d'alerte, mais on essaye vraiment d'essayer de situer, de se dire ok, on en est où ? Est-ce qu'on est en train de faire le travail ? Est-ce que tout le monde a conscience ? C'est plutôt dans ce sens-là que je posais la question. Oui, tout le monde en a conscience. Il y a vraiment un pôle qui est dédié à ça au sein du Cadre Noir, et on essaye vraiment de faire avancer les choses. Alors c'est une grosse institution, donc ça met du temps, mais évidemment que c'est vraiment dans la préoccupation du moment. Je pense qu'on va arriver bientôt vers la fin de cette interview, mais j'ai encore quelques petites questions. Parfois, on finit les épisodes avec des petites questions un peu plus courtes sur le circuit actuel. Bref, vous allez voir, Pauline. Déjà, avant de commencer ça, est-ce que vous pourriez me dire quels vont être vos prochains challenges pour la saison à venir ? Quels sont vos prochains objectifs ? Alors, objectif, ça serait une participation à la finale Coupe du Monde, mais ça ne sera pas coûte que coûte. C'est-à-dire que je vais faire 4 étapes, je pense. J'ai pas envie d'en faire plus parce que j'ai qu'un seul cheval et c'est pas l'objectif coûte que coûte, et courir plus, je pense que ça serait trop. Si je suis prise, tant mieux, c'est super. Si je suis pas prise, c'est pas très grave. Après, il y aura les championnats d'Europe et puis les championnats du monde l'année d'après. Là, il a 14 ans, il est en pleine forme. On l'a encore vu ce week-end. Il est vraiment en pleine forme physique, et voilà, si je peux encore l'emmener au championnat du monde dans 2 ans, ça serait super. Est-ce qu'il y a une personnalité du dressage qu'on devrait recevoir dans ce podcast dans les mois à venir ? Une personnalité du dressage ? Ouais, français ou international d'ailleurs. Français ou international. Alexandre Ayache, parce qu'on est complètement différents, mais on s'adore. Ok.
Est-ce que vous avez un motto dans la vie est-ce que vous avez une philosophie spéciale dans la vie ou une phrase qui résonne en vous, qui vous anime au quotidien ? Profiter, se faire plaisir. Mais profiter des petites choses. Faut pas attendre des grandes choses. C'est vraiment profiter de toutes les petites choses qui nous rendent heureux et qui nous donnent le sourire. Merci beaucoup, Pauline. On Avec vous souhaite plaisir. Un très beau Equitalion 2024, même s'il est déjà bien entamé maintenant. On espère vivement vous revoir dans les compétitions. On va suivre les sélections internationales en espérant retrouver votre nom. Merci. Merci, Pauline. Merci.